Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, c'est la première réunion de conjoncture économique que préside la première ministre. Judith Suminwa a promis de stabiliser le franc congolais. À Goma, les 25 soldats arrêtés pour avoir fui devant l'M23 lors des combats ont été condamnés à mort. La sentence dite par le tribunal militaire de garnison de Butembo est tombée mercredi. Au Royaume-Uni, les Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les législatives. La gauche est donnée favorite alors que le parti de Rishi Sunak est en baisse dans les sondages après 14 ans au pouvoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Stabilisation du franc congolais. Le comité de conjoncture économique du gouvernement est déterminé à prendre des mesures budgétaires et monétaires courageuses. La première ministre Judith Suminwa a présidé la toute première réunion depuis son entrée en fonction mercredi 3 juillet. Les ministres sectoriels et la gouverneure de la Banque centrale du Congo étaient tous présents. Crispin Chibinkoufoua. Les ministres de l'économie, des finances, du budget, du commerce extérieur, du portefeuille de l'État, du plan, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo se sont retrouvés ce mercredi 3 juillet 2024 autour de la première ministre Judith Suminwa dans son cabinet de travail pour la toute première réunion du comité de conjoncture économique. Au menu de cet échange, la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale dans le but de baisser les coûts du panier de la ménagère. À ce sujet, la première ministre a recommandé au ministre du budget et des finances de présenter la situation à jour des finances publiques à fin juin avant de prendre des mesures courageuses pour renverser la tendance actuelle. Et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient. Le comité de conjoncture économique a également examiné l'incidence des conflits dans l'Est du pays sur les recettes publiques à cause de la présence des groupes armés à certains points d'entrée du pays. À ces propos, il a été décidé de prendre des mesures subséquentes à celles déjà en vigueur en vue de soulager la situation économique des Congolais se trouvant dans cette partie du pays. Il y a des pertes de recettes publiques à cause de la présence de ces forces négatives à certains points d'entrée dans notre pays. De la même manière qu'on note une plus forte dépréciation de la monnaie nationale dans ces régions prises à ce conflit. Et le gouvernement, tout en maintenant les efforts qu'il fait déjà pour soutenir l'effort de guerre. Cette réunion du comité de conjoncture économique intervient au moment où le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver la 6e et dernière revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie des crédits, une première pour la RDC qui est arrivée jusqu'au terme d'un programme avec le FMI. Une sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Cet achèvement de la revue avec le FMI permettra à la RDC d'encaisser plus de 200 millions de dollars pour renforcer ses réserves internationales. Et puis cette activité à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a reçu plusieurs caucus des députés nationaux. Ces derniers lui ont présenté les problèmes socio-économiques, les problèmes sécuritaires, mais encore le problème de développement que rencontrent leurs provinces respectives. On va suivre. Le caucus du Grand Équateur, premier à être reçu, les élus du Nord Ubangi ont dénoncé la non-tenue des élections des sénateurs et du gouverneur malgré les multiples appels lancés à la CENI. Cette situation, ont-ils affirmé, laisse au gouverneur le pouvoir de continuer à engager la province malgré sa déchéance par l'Assemblée provinciale. Les élus du Sud Ubangi ont quant à eux alerté sur un conflit qui prévaut dans le secteur de Moanda où les populations des groupements des Bozaba et des Botoko se disputent les zones de pêche jusqu'à s'entretuer.
À la Tchouapa, il a été fait savoir au président de l'Assemblée nationale qu'il persiste un problème sérieux de paiement des enseignants bancarisés. Ces derniers souffrent pour toucher leur paye à cause du non-déploiement des succursales bancaires dans les différents territoires. D'autre part, les députés nationaux ont rapporté qu'il est impératif de mettre fin aux conflits électoraux qui continuent à endeuiller la province. À la Mongala, les représentants du peuple ont signalé les incendies des écoles ainsi que du centre de santé suite au conflit entre deux groupements du territoire de l'Issala. Au territoire des Bassankoussou, les élus du peuple ont informé sur les tueries opérées par les militaires commis à la surveillance du domaine des Bonobos, un domaine jadis ouvert à la population pour y pratiquer la cueillette des fruits et le ramassage des champignons. Il y a risque, ont-ils alerté, d'un soulèvement de la population après 7 assassinats enregistrés à ces jours. Les élus du Congo central ont pour leur part fait un appel à la vigilance du président de l'Assemblée nationale sur la question sécuritaire qui est sous tension dans cette province avec les incursions répétées de l'armée angolaise à Lukula. Selon ces élus, les soldats angolais justifient leur incursion en territoire congolais par le fait qu'ils pourchassent les rebelles du Front de libération de l'enclave de Cabinda. Les élus du Maniema sont, quant à eux, revenus sur l'absence remarquable de la représentativité de leur province dans les institutions du pays. Pour terminer, les élus du Maïndombe ont déploré le manque d'assistance à l'endroit des familles des disparus ainsi qu'aux victimes du naufrage du 10 juin dernier qui avait fait plus de 100 morts entre Mouchi et Kwamut et 10 morts entre Mouchi et Biangala. Ils ont par la même occasion sollicité l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale afin de trouver une solution pour les déplacés de Kwamut qui se retrouvent en souffrance à Kinshasa après avoir fui les atrocités des Mombondo. Et à la présidence du Sénat, les forces vives du Maniema et les combattants de l'UDPS Tshisekedi, fédération de Kindu, appellent à l'entérinement de la candidature du sénateur Afani Idrissa Mangala. Ce dernier s'est présenté à cette élection comme candidat révolutionnaire et conservateur. La candidature du sénateur Afani Idrissa Mangala à la présidence de la Chambre haute du Parlement vient de recevoir un soutien détaillé de la part des forces vives du Maniema ainsi que de la fédération de l'UDPS Kindu. C'est dans ce cadre qu'ils ont organisé ce mercredi une grande marche de soutien à Kindu au cours de laquelle les organisateurs ont appelé à l'entérinement de la candidature du sénateur Afani Idrissa Mangala au poste du président du Sénat à l'orée de l'élection des membres du bureau définitif de cette institution. Ça montre le soutien de la population de la province du Maniema tout entière, en passant par la fédération de l'UDPS Kindu qui a marché pour soutenir la candidature de l'honorable Afani Idrissa Mangala comme candidat président à l'élection du bureau du Sénat qui profile à l'horizon. C'est pourquoi vous voyez toute la mobilisation de la population de la province du Maniema qui soutient cette candidature. Par cette même occasion, la population du Maniema remercie le secrétaire général et tous les élus sénateurs de l'UDPS et UDPS alliés qui ont porté l'air dévolu sur la personne de l'honorable Afani Idrissa Mangala pour qu'il brigue au perchoir du bureau du Sénat. Il s'y est de noter que le sénateur Afani Idrissa Mangala s'est lancé dans la course à la présidence du Sénat comme candidat révolutionnaire et conservateur du pouvoir de l'UDPS. Et puis le ministère de la Communication a fait une mise au point sur la reconduction du régime de sanctions contre la RDC décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une reconduction qui a été justement diversement accueillie dans l'opinion nationale et parfois même mal interprétée pour le gouvernement congolais qui justifie cette décision de l'ONU. Le Conseil de sécurité le fait et le fera toujours pour des raisons évidentes et aussi longtemps que les groupes armés actifs sur le territoire congolais y seront. Benjamin Moudiata nous en fait le récit.
Dans la mise au point sur la reconduction du régime de sanctions contre la République démocratique du Congo, la mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies a dû fixer l'opinion. Le 1er juillet 2024, à l'unanimité de ses membres, les conseils de sécurité a décidé de reconduire les régimes des sanctions contre la RDC jusqu'au juillet 2025 et de proroger les mandats du groupe d'experts chargé d'assister le comité des sanctions jusqu'au 1er août 2025. Il ne pouvait pas en être autrement car l'exercice relève de la routine à laquelle les conseils se livrent chaque année depuis le 12 mars 2024, date à laquelle ses membres ont adopté la résolution par laquelle ils ont réaffirmé leur préoccupation devant la présence des groupes armés et des milices dans l'est du Congo, en particulier dans le nord et les chutes Kivu et en Ituri, qui perpétuent un climat d'insécurité dont l'ensemble de la région. Ne pas le faire aurait été suicidaire pour le pays, car, poursuit les comptes rendus, cela priverait au Conseil des sécurités et à la RDC les bénéfices de connaître les exactions commises à l'est du pays par les groupes armés et les armées étrangères, de contrôler et de surveiller les flux d'armes au profit des groupes armés et de proposer les sanctions contre des récalcitrants. C'est ainsi que la levée de l'obligation des notifications d'achat d'armes qui pesait sur la RDC ne met pas fin au régime des sanctions contre la République. Et puis le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a échangé ce jeudi avec une délégation de la jeunesse de la Grande Orientale. À l'occasion, ces jeunes ont exprimé au patron de la justice leur indignation après l'arrestation qualifiée d'arbitraire de Kenda James Odou, notable de l'Ituri. Ils ont par ailleurs exigé sa libération sans condition. Nous nous sommes constitués à une délégation de la jeunesse notable de notre grand espace pour venir plaider ce dossier auprès de son Excellence, ministre de l'État, ministre de la Justice, pour qu'il s'implique personnellement afin de libérer nos frères qui sont arrêtés sans condition. Il s'agit des notables James Kenda Odou ainsi que Presse Amati qui sont jusqu'aujourd'hui dans la prison. On ne sait pas par où ils se trouvent. Ils sont écartés des communications. On ne le voit pas pendant qu'ils ont le droit, conformément à la loi, de l'assistant de leur rendre visite. C'est comme ça notre présence ici, c'était justement de venir présenter à son Excellence, ministre d'État, ministre de la Justice, la question qui bouillonne dans notre province par rapport à l'arrestation de nos frères. Et nous sommes venus pour demander leur libération, ça compte, parce qu'ils sont innocents. On ne sait pas, ils ne sont pas jugés jusqu'aujourd'hui, mais ils ont été arrêtés. Parce que quand vous arrêtez quelqu'un, vous ne le jugez pas. Comment on saura de quoi il s'agissait? C'est comme ça que nous sommes en train de voir que non, c'est un problème qu'il faut la justice, l'implication de la justice, l'implication de l'autorité, l'implication du chef de l'État, l'implication du ministre d'État, ministre de la Justice, pour que nos frères puissent rentrer dans leurs droits et qu'ils soient libres. Et en justice, je le disais aussi dans le sommaire, 25 militaires accusés de fuite devant l'ennemi lors des récents combats contre les agresseurs de la RDC ont été condamnés à mort hier mercredi. Au total, 31 prévenus, 27 militaires et 4 femmes civiles, épouses des militaires, ont comparu dans ce procès devant le tribunal militaire de garnison de Butembo dans le Nord Kivu. Ces militaires ont été arrêtés pendant que les opérations Front Nord sont en cours. Et la société Bangde Construction SRL, partenaire du géant minier Sicomine, est désormais éligible à la sous-traitance après l'ouverture de son capital aux Congolais. En effet, l'ARSP a supervisé la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre les actionnaires de la société minière Bangde, qui jadis n'étaient pas éligibles à la sous-traitance à cause des actionnaires qui étaient tous des expatriés. Après avoir bénéficié d'une période de moratoire estimée à 6 mois, la société Bangde Construction SARL, qui avait été répertoriée sur la liste des sous-traitants non éligibles pendant le contrôle, avec de gros marchés dans la société principale Sicomine, arrive enfin à obtenir sa reconversion en une société à capitaux majoritairement congolais, en partageant ainsi sa cogestion avec de vrais associés congolais, à travers la signature d'un protocole d'accord, sanctionnant en effet un long processus d'accréditation.
La société Bandé s'est arrangée pour se conformer à la loi sur la sous-traitance et non pas avec les actionnaires fictifs, mais avec des actionnaires congolais réels et avec des parts réelles. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui et devant l'autorité de régulation de la sous-traitance. Les efforts du défenseur de la vraie sous-traitance en République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer à ce stade. Miguel Katem Kachal travaille donc obstinément de manière à lutter contre le phénomène des associés figurant dans ce secteur. Ainsi, les résultats à succès ne font que s'enchaîner dans la droite ligne de la vision porteuse d'espoir de tout un peuple du président Tshisekedi Félix. Et nous veillerons après 6 mois, 3 ou 6 mois, pour faire une évaluation. Une évaluation pour savoir si les associés touchent les dividendes et si réellement le pouvoir de gestion est partagé. Ici, l'occasion pour lui de rappeler à l'opinion que sa démarche n'est pas à confondre avec de l'acharnement. Il s'agit plutôt d'une loi qui mérite d'être respectée et non d'être négociée. Et j'aimerais aussi dire à d'autres sociétés sous-traitantes, de tous les expatriés, que ce n'est pas une guerre contre les expatriés. Mais il faut savoir qu'il y a un gâteau pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, le Congo veut se relever sur le plan économique avec les Congolais pour réduire la pauvreté. L'obtention de l'agrément de la RSP vient donner à la société Gbandé Construction SARL la possibilité de concourir à tous les marchés de la sous-traitance en partageant les dividendes avec des Congolais, personnes physiques. Et la Régie des voies fluviales a lancé mercredi 2 juillet au port de Lonatra à Kinshasa-Gombe les travaux de balisage de la rivière Kasaï. La cérémonie du lancement a vu la participation de plusieurs hauts cadres du ministère des Transports ainsi que ceux de la Régie des voies fluviales. Une occasion pour le directeur général de rappeler la nécessité de ces travaux. Enfin, après plusieurs reports, les travaux de balisage de la rivière Kasaï viennent d'être amorcés par la Régie des voies fluviales à Kinshasa. Prenant la parole, Daniel Luambushi, directeur général de la RVF, donne les raisons du lancement de ces travaux 2 ans plus tard, après celui effectué en 2022. La réponse n'est rien d'autre que confirmer que la RVF a un personnel qualifié et disposé, mais aussi du matériel approprié pour effectuer un balisage en permanence, mais alors elle est butée principalement à la précarité de sa trésorerie due à l'aménagement des ressources financières propres provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation et aussi à la dévaluation. Tout en remerciant la présence de tout un chacun, le directeur technique de la RVF, Cédric Tchumbu, précise que ces travaux visent à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le travaux de balisage de la rivière Kasaï que l'on va lancer aujourd'hui, partant de la gare fluviale de Kinshasa, kilomètre 0, via Kwamut jusqu'à Ilebo, kilomètre 605 sur la rivière Kasaï, nous interpelle au plus haut niveau et nous projette dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face pour le reste du réseau. Une initiative saluée par l'Union congolaise des amateurs de baleinières. Je tiens à féliciter la RVF pour ces projets qui étaient attendus pour le balisage de la rivière Kasaï. C'est en présence de plusieurs hauts cadres de la RVF et du ministère des Transports, voies des communications et des enclavements que cette cérémonie du lancement officiel des travaux de balisage de la rivière Kasaï a eu lieu. Et puis à Fizi, les derniers hommages ont été rendus au Mwami Simbi Omari de Bangbungwe Nord, qui a été assassiné très récemment. Les ressortissants des Fizi ont également discuté de la situation sécuritaire dans leur territoire. Fiston Simba Doudou, qui était présent à ces assises, a exigé une enquête objective. C'est une cérémonie en vue de rendre hommage au Mwami Simbi, chef du groupement de Babungwe Nord, secteur de Tanganyika, territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, assassiné la nuit du samedi 22 juin au dimanche 23 juin 2024. Simba Doudou Fiston, président des Bembe, vivant dans l'espace Grand Katanga, et membre de l'opposition congolaise du parti Ensemble pour la République, sur place, a présenté ses condoléances à la famille biologique éplorée du Mwami, à tous les Babondo disséminés à travers le monde entier, particulièrement ceux vivant à Fizi et plus particulièrement de la cité d'Mboko où les Mwami résidaient.
Il a également présenté ses condoléances aux familles biologiques et professionnelles de tous les assassinés de la même scène, dont les commandants des forces armées de la République démocratique du Congo, son garde du corps et les chefs de la DGM. Par la même occasion, Simba Doudou Fiston a montré son indignation face à l'acte de lâche assassinat d'un si grand notable du Sud Kivu, de surcroît, chef coutumier de son État, gardien et promoteur des coutumes et traditions du coin, porte-parole et secrétaire de notables du territoire des Fizi et consultant de l'Union européenne en matière de sécurité, pourtant censé être sécurisé par l'État congolais. Ce qui est encore grave est le fait que jusqu'à ce jour, aucune enquête judiciaire devant mettre à nu les commanditaires n'a été initiée. Pourtant, notre pays se veut démocratique et promouvoir des droits de l'homme. Et de plus, il s'observe sur place à Fizi des barrières payantes érigées partout par les FARDC, inquiétant la paisible circulation des citoyens. Il a par ailleurs invité les gouvernements à s'impliquer pour l'initiation d'une enquête objective devant aboutir à la condamnation des assassins du grand chef, mais également à sécuriser la population en général dans différents coins du pays, car si on arrive à assassiner facilement un notable, qu'en serait-il des simples citoyens ? Et on va terminer en Europe. Les législatives anticipées au Royaume-Uni se tiennent ce jeudi 4 juillet. 46 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler la Chambre des communes et ses 650 sièges. Ce même jeudi, les Britanniques connaîtront le nom de leur Premier ministre pour les 5 années à venir. La campagne a débuté il y a de cela 3 semaines. Les résultats de ces législatives seront proclamés de façon radicale dès ce soir après un tour unique. Ces élections interviennent près de 5 ans après celle de 2019 qui avait vu la victoire des conservateurs Boris Johnson. Les Tories semblent désormais destinés à quitter le gouvernement après 14 ans au pouvoir malgré les tentatives du Premier ministre sortant à Rishi Sunak pour inverser la tendance négative des sondages. Les conservateurs arrivaient à Downing Street alors que le Royaume-Uni subissait encore des effets de la crise financière mondiale de 2007-2008 et ont remporté 3 élections consécutives, ont surmonté les référendums sur le Brexit, la période de la pandémie de Covid-19 et les effets du Brexit, la hausse de coûts de l'énergie due à l'invasion de l'Ukraine. Parallèlement, les 14 années de gouvernement conservateur ont été caractérisées par une croissance économique lente, un déclin généralisé du niveau des services publics et divers scandales institutionnels qui ont fait des conservateurs des cibles faciles pour l'opposition. Dans ces contextes, le Parti travailliste bénéficie d'une large avance dans les sondages grâce à une campagne axée sur le changement. À noter que les élections législatives ont toujours eu lieu le jeudi au Royaume-Uni. Les députés seront élus pour 5 ans maximum. La Chambre de communes dispose de 650 sièges qui se répartissent de la façon suivante. 533 représentent l'Angleterre, 59 l'Écosse, 40 le Pays de Galles et 18 l'Irlande du Nord. Un projet de loi envisageait de rabaisser à 600 le nombre de députés, mais le texte n'a jamais été adopté. C'est le rappel des titres à présent. La Première ministre a présidé la toute première réunion de conjoncture économique depuis son entrée en fonction le 3 juillet dernier. Judith Souminois a promis de stabiliser le franc congolais. Et au Nord Kivu, les 25 soldats arrêtés pour avoir fui devant les M23 lors des combats ont été condamnés à mort. La sentence dite par le tribunal militaire de garnison de Butembo est tombée mercredi. Au Royaume-Uni, les Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les législatives. La gauche est donnée favorite alors que le parti de Rishi Sunak est en baisse dans les sondages après 14 ans au pouvoir. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Et nous lirons les journaux comme tous les jeudis avec Moïse Chamala.
qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse, très content de vous retrouver. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci, les plaisirs est vraiment partagé. Alors on va commencer par cette affaire au Sénat, l'élection du bureau définitif et le détournement de près de 3 millions de dollars qui font la une des médias. Tout justement Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est les deux sujets qui font du bruit en ce moment au Parlement, tandis que les autres sont déjà en vacances parlementaires. Gaëtan Kouba-Bouranzi, à la une du média opinioninfo.cd, il est écrit, Gaëtan Kouba-Bouranzi, campagne de diabolisation avant l'élection du bureau définitif du Sénat. Agir pour les Congos croit en la réélection de Carole Aguito au poste de la questure. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ouvrons ces tours d'actualité avec cette chambre qu'on vient à peine de dire après la sortie médiatique de sa formation politique AGCP, relayée par Opinion. Info.cd, il y a une semaine, hier mercredi, les médias congolais ont affirmé que les regroupements politiques Action des Alliés pour l'essor du Congo, Gaëtan Kouba-Bouranzi a publié une déclaration politique affirmant son soutien indéfectible à la place de Carole Aguito pour la présidence du Sénat. Mais Gaëtan, Ouragan.cd, lui, parle tout justement également du Sénat, qui est près de 3 millions de dollars. Des émoluments ont été détournés. Cette institution du pays est secouée par une grave accusation de détournement des fonds. Les présidents intérim sortant à indexer les bureaux d'âge dirigés par Pascal Kindwelo, l'accusant nommément et ses deux adjoints d'avoir détourné près de 3 millions de fonds spéciaux d'intervention. La somme représente les émoluments du mois de mai de tous les sénateurs. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, d'une accusation contre une autre. 7sur7.cd révèle que les bureaux sortants dirigés par Sangouma Moussaï n'a rien laissé à la caisse. Ces médias en ligne fait allusion au procès verbal de la remise et reprise entre les bureaux du Sénat sortant mené par les deuxièmes vice-présidents Sangouma Moussaï et les bureaux provisoires dirigés par Pascal Kindwelo pour ACAJ. Gaëtan Kouba-Bouranzi confie également électionnet.cd suite aux dernières révélations. Son représentant Georges Kapiamba appelle la Cour des comptes d'ouvrir des enquêtes quant à ces soupçons de détournement, puisque les auteurs et les complices de ces faits ne doivent pas jouir de l'impunité. Eh bien, les médias congolais, Gaëtan Kouba-Bouranzi, Quotidien, Forum des As, lui, plutôt, nous apprend qu'une plainte se prépare contre la question du bureau provisoire. Et puis, tractation autour de la formation des gouvernements de Kinshasa et du Haut-Katanga, Augustin Kabouya est indexé. Tout justement après la publication du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, plein de bruits se font autour de l'arrêté de Daniel Bumba, cité gouverneur de la ville de Kinshasa, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Opinion.cd, d'abord, lui met à sa une, il dit interdiction de l'investiture du gouvernement Bumba. Augustin Kabouya dément son implication dans la décision du VPM Chabani. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, parlant du gouvernement provincial de Kinshasa, indexé comme étant l'auteur de l'interdiction de l'investiture du gouvernement Bumba à Kinshasa, Augustin Kabouya, relayé par Opinion.cd, que j'ai cité tantôt, a publiquement nié son implication dans un parterre des cadres et militants de l'UDPS, parti présidentiel. Augustin Kabouya a également démenti sa prétendue participation dans les tractations ayant conduit à la formation de ces gouvernements. Radio Okapi.net, Gaëtan Kouba-Bouranzi ouvre les balles à ces sujets et titre à sa une Kinshasa, Gaëtan Kouba-Bouranzi, Daniel Bumba bientôt devant la justice. Eh bien, ces médias rapportent que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a signé, selon certains analystes, une première bourde dès son premier arrêté. Ces médias précisent que le premier citoyen de la ville de Kinshasa a publié une équipe gouvernementale de 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux, alors que des instructions fermes ont été données à ces sujets par les VPM de l'Intérieur, Jacques Messabani. Pour ces faits, Gaëtan Kouba-Bouranzi, une plainte a été déposée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le lundi 1er juillet contre les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Cette plainte veut obtenir l'annulation de l'arrêté du gouverneur. Et vous en parlez aussi dans votre revue de presse, chute de Kanyabayonga, 25 militaires condamnés à mort.
Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, un sujet d'abord exploité par les médias internationaux avant les médias locaux. Gaëtan Kouba-Bouranzi, à la une des RFI, il est écrit 25 militaires condamnés, plutôt RDC, 25 militaires condamnés à mort pour Gaëtan Kouba-Bouranzi, tout justement, l'abandon des postes. Et eh bien, Gaëtan, il est écrit que ces militaires ont l'air reproche la fuite devant l'ennemi, la dissipation des munitions de guerre, la violation des consignes et vols arrêtés les mêmes jours, précise la radio mondiale. Ils ont été présentés au juge au tribunal militaire des garnisons de Butembo le même jour pour un procès en flagrance. Mais selon actualité.cd, les médias en ligne, la justice militaire leur reproche d'avoir fui les combats qui se déroulent depuis les week-ends derniers dans les villages des Kasenge et Matembe sur la route Butembo-Kanyabayonga. Ils étaient également poursuivis pour dissipation des munitions de guerre, pillage et violation des consignes. Par contre, un officier au grade de capitaine reconnu coupable des vols a été condamné à 10 ans de servitude pénale et 4 épouses militaires qui comparaissent dans le même procès ont été acquittés faute de preuves. Gaëtan Kouba-Bouranzi. Merci à vous, Moïse Tchamala, pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également, vous tous, pour l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Après avoir bénéficié d'une période de moratoire estimée à 6 mois, la société Gbandé Construction SARL, qui avait été répertoriée sur la liste de sous-traitants non éligibles pendant le contrôle, avec de gros marchés dans la société principale Sicomine, arrive enfin à obtenir sa reconversion en une société à capitaux majoritairement congolais, en partageant ainsi sa cogestion avec de vrais associés congolais, à travers la signature d'un protocole d'accord, sanctionnant en effet un long processus d'accréditation. La société Sicomine, avec les 3 sous-traitants qui n'étaient pas éligibles. Et parmi ces 3 sous-traitants qui avaient des marchés très importants, la société Bandé. Donc ils ont été sur un moratoire jusqu'à ce qu'ils devaient se conformer à la loi sur la sous-traitance. Avant que le moratoire n'arrive à l'échéance, la société Bandé s'est arrangée pour se conformer à la loi sur la sous-traitance, et non pas avec les actionnaires fictifs, mais avec des actionnaires congolais réels et avec des parts réelles. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et devant l'autorité de régulation de la sous-traitance, comme vous venez de le constater, et nous avons constaté que les statuts, il y a les associés qui sont là, ce sont des vrais associés, non pas les associés fictifs, et il y a un PV qui est signé en bonne et due forme, où les associés s'engagent de travailler ensemble, de travailler en collaboration. Les efforts du défenseur de la vraie sous-traitance en République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer à ce stade. Miguel Katem Kachal travaille donc obstinément de manière à lutter contre le phénomène des associés figurant dans ce secteur. Ainsi, les résultats à succès ne font que s'enchaîner dans la droite ligne de la vision porteuse d'espoir de tout un peuple du président Tshisekedi Félix. Et nous verrons après 6 mois, 3 ou 6 mois, pour faire une évaluation. Une évaluation pour savoir si les associés touchent les dividendes et si réellement le pouvoir de gestion est partagé. Je pense que c'est la lutte et le combat que mène le président de la République. Et je profite de l'occasion pour dire à d'autres sous-traitants qui préfèrent toujours beaucoup plus gagner en utilisant les Congolais comme des marchepieds que cette époque est révolue. Nous allons les poursuivre
jusque dans les dernières casernes pour remettre notre pays sur les rails dans une voie réellement économique avec des Congolais. Noble vision du digne fils de ces pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je profite de l'occasion pour dire aux Congolais qui sont dans cette situation mais qui refusent de dénoncer que si ils continuaient de rester dans cette situation sans dénoncer et que nous dénichons ces circuits, même ces Congolais-là seront sanctionnés. Parce qu'il y a une loi aujourd'hui pour pouvoir remettre le Congolais dans leurs droits. Ici, l'occasion pour lui de rappeler à l'opinion que sa démarche n'est pas à confondre avec de l'acharnement. Il s'agit plutôt d'une loi qui mérite d'être respectée et non d'être négociée. Et j'aimerais aussi dire à d'autres sociétés sous-traitantes, de tous les expatriés, que ce n'est pas une guerre contre les expatriés. Mais il faut savoir qu'il y a un gâteau pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, le Congo veut se relever sur le plan économique avec les Congolais pour réduire la pauvreté. Ce ne sont pas des nouvelles lois, mais ce sont des lois qui datent de longtemps dans plusieurs pays. Et comme je l'ai dit, les mêmes multinationales qui sont au Congo, ils sont aussi ailleurs. Et ces mêmes lois sont respectées ailleurs. Donc, ils doivent comprendre que ce n'est pas une guerre, mais c'est une collaboration de partage des richesses et des dividendes dans les ressources naturelles de notre pays. L'obtention de l'agrément de la RSP vient donner à la société Gbande Construction SARL la possibilité de concourir à tous les marchés de la sous-traitance en partageant les dividendes avec des Congolais, personnes physiques. Après le travail abattu par l'ARSP, le travail que vraiment en tant que Congolais, que j'ai gratifié, parce que ça nous donne à nous Congolais le pouvoir. Ça fait de nous des Congolais de s'occuper de notre propre avenir, selon la vision du chef de l'État, que les Congolais doivent faire avoir aussi une classe moyenne. Nous ne devons pas dépendre tout des expatriés. Et le travail qu'a abattu l'ARSP pour que nous soyons dans cette société nous rassure et rassure l'avenir de notre beau pays. Oui, parce qu'effectivement tous les capitaux allaient à l'étranger. Mais après le travail, les contrôles de l'ARSP, nous pensons que maintenant, une bonne partie du capital doit rester au Congo pour servir les fils de ce pays. Vraiment une bonne vision. C'est pourquoi nous devons féliciter les chefs de l'État et les soutenir dans toutes ces actions en tant que dignes fils de ce pays. Sous son flambeau, nous allons prospérer. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.